Philippe Dubois, baron Dubois pour ceux qui le connaissaient, ne tenait pas son titre de mérite militaire, mais bien de la force de son nom et de l'étendue de ses propriétés. Le domaine de Sainte-Croix était le plus grand producteur de café de toute la région, avec ses milliers de caféiers organisés en rangées parfaites qui s'étendaient à perte de vue. Les sacs de grains rouges partaient en convois interminables vers le port de Marseille, et de là continuaient pour alimenter l'appétit insatiable de l'Europe pour cet or noir qui faisait tourner l'économie de la France. Mais, en cette veille de Noël, tandis que de lourds nuages s'accumulaient sur les toits de tuiles provençales de la grande maison coloniale, Philippe n'était plus qu'un fantôme élégamment vêtu, assis seul dans la bibliothèque silencieuse, une bouteille d'eau-de-vie artisanale à ses côtés et le poids de 4 ans de veuvage écrasant sa poitrine comme une dalle de marbre. La maison de maître du domaine de Sainte-Croix était une construction majestueuse qui témoignait des temps glorieux du café. Ses murs épais empisés avaient été enduits et peints d'un blanc immaculé qui contrastait avec les fenêtres encadrées de bois sombre. Des carreaux de faïence décoraient la façade principale, racontant des histoires de navigateurs et de terres lointaines dans des tons de bleu et blanc. La large véranda, soutenue par des colonnes de bois sculptées, encerclait toute la façade de la maison, offrant de l'ombre pendant les jours caniculaires de l'été provençal. À l'intérieur, la maison révélait le goût raffiné de celui qui avait voyagé à travers le monde. Meubles en palissandre, cristaux de baccarat, porcelaine de Limoges, tapis persans sur les larges planchers. Mais aussi luxueux que fussent les objets, aussi brillants que fussent les chandeliers d'argent et que la lumière des bougies se refléta dans les miroirs, au cadre doré, la grande maison exhalait un silence sépulcral. C'était comme si la construction elle-même était en deuil. Philippe avait 42 ans, mais portait sur ses épaules le poids d'un homme bien plus âgé. Grand, aux épaules larges, modelé par des années passées à cheval sur ses terres, il maintenait une posture droite qui parlait de discipline et de fierté. Ses cheveux noirs, déjà parsemés de mèches grises aux tempes, étaient toujours bien peignés en arrière. La barbe fournie, soigneusement taillée, encadrait un visage aux traits marqués par le soleil et la douleur. Mais c'étaient ses yeux qui racontaient la véritable histoire. Des yeux bruns, profonds, qui autrefois brillaient de la vivacité de celui qui aimait la vie, n'étaient plus que 2 puits de mélancolie vides comme l'horizon avant la tempête. Il portait des vêtements de lin blanc impeccables, même dans l'intimité de sa maison, avec le gilet de soie sombre, toujours boutonné, les bottes de cuir toujours cirées. C'était un homme à l'apparence impeccable et à l'intérieur brisé, une contradiction ambulante que ses employés observaient avec un mélange de respect et de pitié qui l'irritait profondément. La bibliothèque où Philippe passait la majeure partie de ses nuits était son refuge. Les étagères en acajou allaient du sol au plafond, remplies de volumes reliés en cuir, allant des classiques français aux traités d'agriculture. Il y avait des premières éditions de Ronsard, des œuvres complètes de Balzac, des volumes de Victor Hugo dans la langue originale. Claire, sa défunte épouse, avait été une lectrice vorace, et beaucoup de ses livres portaient encore les annotations délicates de son écriture cursive dans les marges. Philippe évitait d'ouvrir ses livres, évitait tout ce qui pouvait ramener la douleur lancinante de la perte. 4 ans s'étaient écoulés depuis que la fièvre jaune avait frappé la vallée du Rhône comme un ange de la mort invisible, fauchant des vies sans distinction de classe ou de fortune. L'épidémie avait commencé pendant les mois chauds de l'été, lorsque les moustiques se multipliaient dans les ruisseaux et les barils d'eau. Les premières victimes furent les travailleurs des champs. Puis elle se propagea aux maisons, aux villages, et finalement atteignit même la maison de maître protégé du domaine de Sainte-Croix. Claire Dubois de Montaigne avait été institutrice avant d'épouser Philippe, fille d'un médecin de Lyon et d'une pianiste française. Elle avait grandi entourée de livres et de musique, parlait 4 langues et jouait du piano avec une grâce qui faisait pleurer les anges, ou du moins, c'est ce que disait Philippe lorsqu'il la courtisait des années auparavant. Lorsqu'elle s'installa au domaine après le mariage, Claire ne put se contenter de vivre comme les autres épouses de barons,
supervisant la maison et brodant le soir. Elle avait transformé l'une des chambres de l'aile est de la maison de maître en une petite école. Là, elle enseignait aux enfants des travailleurs à lire et à écrire, contre l'avis de nombreux barons voisins qui trouvaient cela une folie dangereuse. « Les gens qui savent lire ont des idées, disait-il, et les idées peuvent être dangereuses. » Mais Claire ne s'en souciait pas. Elle croyait que l'éducation était la seule véritable libération, surtout maintenant que la fin de la servitude avait été proclamée quelques mois auparavant. Michel, leur fils, avait 6 ans lorsque la fièvre arriva. C'était un petit garçon aux cheveux sombres et boucles rebelles, aux yeux bruns immenses, plein de curiosité, toujours sale de terre, car il adorait jouer dans les écuries et rêvait d'être chevalier comme son père. Il avait le large sourire de Claire et le têtu de Philippe. C'était la lumière qui illuminait toutes les pièces où il passait en courant, criant, riant de cette façon, comme seuls les enfants savent rire de tout leur corps, de toute leur âme. Philippe était à Paris quand tout arriva. Il était parti négocier des contrats d'exportation, des réunions interminables avec des exportateurs anglais et des agents de maisons de commerce. Le voyage devait durer 1 semaine. Il laissa Claire et Michel au domaine, sous la garde de son Jacques, le contremaître de confiance et de toute la domesticité loyale. La lettre arriva alors qu'il séjournait à l'hôtel des étrangers, rue de Rivoli. Elle fut remise par un messager couvert de poussière de la route qui avait chevauché sans arrêt pendant 2 jours. Le papier tremblait dans les mains de Philippe, tandis qu'il lisait les mots écrits de la main tremblante de son Jacques. « Monsieur le baron, revenez d'urgence. La fièvre est arrivée. Madame Claire et le petit Michel sont très mal. Les médecins ne parviennent pas à faire baisser la fièvre. Pour l'amour de Dieu, revenez. » Philippe partit immédiatement sans même récupérer ses affaires à l'hôtel. Il chevaucha comme un désespéré, changeant de monture au relais, ne dormant pas, ne mangeant pas, pensant seulement à arriver, à être là, à tenir la main de Claire, à embrasser Michel. Il fallait qu'il arrive. Il devait arriver à temps, mais le temps, ce tyran implacable, ne l'attendit pas. Quand Philippe traversa enfin le portail en fer forgé du domaine de Sainte-Croix, le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de tons orangés et pourpres, qui semblaient une cruelle ironie face à la tragédie. Son Jacques l'attendait sur la véranda, le chapeau à la main, la tête basse. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Philippe savait. Il le sentit dans ses entrailles avant même de descendre de cheval. Claire était décédée à l'aube de ce jour. Michel l'avait suivie au crépuscule, comme s'il ne pouvait supporter de rester dans ce monde sans sa mère. Ils étaient tous deux déjà préparés dans la chapelle improvisée qu'ils avaient installée dans la salle à manger, allongés côte à côte, vêtus de blanc, les mains entrelacées. Claire semblait dormir, mais avait un teint jaunâtre sur la peau qui dénonçait le mal qu'il avait emporté. Michel semblait encore plus petit dans la mort, fragile comme une poupée de porcelaine. Philippe tomba à genoux là sur la véranda et hurla. Il hurla jusqu'à ce que sa voix se transforme en un son guttural qui semblait venir des profondeurs de la terre. Son Jacques et les autres hommes durent le retenir pour qu'il ne fasse aucune folie. Il criait qu'il voulait mourir aussi, que vivre sans eux n'avait aucun sens, que Dieu était cruel et injuste de prendre les innocents et de le laisser, lui qui méritait de souffrir. Ils furent enterrés dans le cimetière du domaine sous un chêne centenaire que Claire adorait. Elle avait l'habitude de s'asseoir sous cet arbre pour lire en fin d'après-midi, tandis que Michel jouait à ramasser les glands qui tombaient mûrs sur le sol. Philippe fit ériger un mausolée de marbre blanc, simple mais élégant, avec les noms gravés. Claire Dubois de Montaigne, 1856-1884. Épouse et mère aimée, et Michel Dubois, 1878-1884, fils chéri, ange précoce. Depuis lors, Philippe n'avait plus été le même homme. Il ne visitait pas la tombe parce qu'il ne le supportait pas. Il n'entrait pas dans leur chambre, ne touchait pas aux vêtements de Claire qui pendaient encore dans l'armoire, parfumés au sachet de lavande qu'elle confectionnait. Il n'ouvrait pas le coffre à jouets de Michel, il existait simplement, respirait,
commandait le domaine avec une efficacité mécanique, mais ne vivait pas. Les employés du domaine de Sainte-Croix l'observaient avec une inquiétude croissante. Son Jacques, qui avait servi le père de Philippe et servait maintenant le fils, était un homme de 70 ans, aux cheveux complètement blancs, au visage marqué par le soleil et le temps. Grand et mince, il se mouvait avec la dignité de celui qui connaît chaque parcelle de cette terre. C'était lui qui avait appris au jeune Philippe à monter à cheval, à reconnaître quand le café était prêt à être récolté, à négocier avec les travailleurs. Il était plus qu'un contremaître, il était comme un second père. Et comme un père, Jacques souffrait de voir son maître dépérir dans la solitude. « Monsieur le baron, disait-il, chaque fois qu'il le pouvait, vous devez vivre. Madame Claire n'aurait pas voulu vous voir ainsi. » Mais Philippe le congédiait d'un geste de la main, se tournant vers ses papiers, ses comptes, son eau de vie. Madame Benoît, la cuisinière, était une femme robuste de 50 ans, aux mains magiques qui transformaient des ingrédients simples en banquets dignes de la cour impériale. Elle dirigeait la cuisine d'une main de fer, supervisant les autres femmes qui aidaient à la préparation des repas. Elle était venue d'Auvergne, encore jeune, et avait apporté avec elle des recettes qui faisaient la renommée du domaine. Madame Claire l'adorait, et Michel passait son temps dans la cuisine à voler des morceaux de confiture de coing et des petits choux encore chauds. Depuis la mort de la maîtresse et du petit garçon, Madame Benoît cuisinait les larmes aux yeux. Elle préparait les plats préférés de Philippe, essayant de le faire manger correctement, mais il ne faisait que picorer la nourriture sans intérêt, sans plaisir. « Vous maigrissez trop, monsieur le baron, » murmurait-elle en ramassant les plats presque intacts. « Vous allez tomber malade si ça continue. » Mère Rose, la plus ancienne des domestiques, était une petite femme énergique de 65 ans qui avait été la nourrice de Philippe quand il était bébé. Ensuite, elle s'était occupée de lui pendant toute son enfance, et quand il s'était marié, elle était restée à la maison de maître comme gouvernante, supervisant les autres servantes. Elle avait la peau sombre marquée par le temps, les cheveux gris, toujours attachés en un chignon serré et des yeux qui semblaient voir à travers les gens. Mère Rose était la seule qui osait contredire Philippe ouvertement. Elle le traitait comme s'il était encore le petit garçon têtu qu'elle avait élevé. « Monsieur Philippe, » disait-elle, en utilisant le traitement de son enfance, « la vie ne s'arrête pas juste parce que les gens que nous aimons sont partis. » Philippe répondait d'une voix froide, « Cette parole ne signifie plus rien pour moi. » Le père Anselme, vicaire de la chapelle du domaine et confesseur de la famille Dubois depuis des décennies, tentait également d'atteindre Philippe. C'était un homme d'âge moyen, mince et grand, avec un visage bienveillant marqué par la dévotion et les années dédiées à prendre soin des âmes de ses paroissiens. Il visitait le domaine régulièrement, essayant d'offrir un réconfort spirituel. « Philippe, mon fils, » disait-il avec douceur, « Dieu ne nous donne pas de fardeau plus lourd que ce que nous pouvons porter. Claire et Michel sont dans un meilleur endroit, libérés de la souffrance. Vous devez y trouver la paix. » « La paix ?» Philippe riait amèrement. « Comment puis-je avoir la paix, sachant que je n'étais pas là quand ils avaient le plus besoin de moi, que je mourais dans mes affaires pendant que ma famille mourait de fièvre ?» Le prêtre n'avait pas de réponse qui pouvait guérir cette blessure, et ainsi les années passèrent, 4 longues années d'existence sombre. Le domaine de Sainte-Croix restait productif. Le café continuait d'être récolté et exporté. L'argent continuait d'entrer. Mais tout cela semblait sans but pour Philippe. Il travaillait parce que c'était ce qu'il savait faire, parce que la routine le maintenait suffisamment occupé pour ne pas devenir complètement fou. En cette veille de Noël 1888, tandis que la nuit tombait sur la vallée du Rhône, apportant avec elle des nuages chargés qui promettaient la tempête, son Jacques s'approcha de Philippe dans son refuge de la bibliothèque. « Monsieur le baron, » dit-il hésitant, « la domesticité voulait savoir si cette année nous aurons le réveillon de Noël pour les travailleurs. » Philippe leva les yeux du livre qu'il faisait semblant de lire. Son expression était dure. « Réveillon de Noël, » répéta-t-il. « Pourquoi? Qu'y a-t-il à célébrer? » « Monsieur le baron,
C'est une tradition depuis le temps de votre père que le domaine offre un réveillon à tous les travailleurs la nuit de Noël. Madame Claire y tenait toujours. Madame Claire n'est plus là, coupa Philippe d'une voix soudainement dure. Et les traditions sont mortes avec elle. Il n'y aura pas de réveillon, pas de célébration. Dites à tous qu'ils peuvent se reposer demain, mais je ne veux pas de fête. Son Jacques ouvrit la bouche pour argumenter, mais quelque chose dans l'expression de Philippe le fit changer d'avis. Il inclina simplement la tête et sortit, refermant doucement la porte derrière lui. Dans la cuisine, quand Jacques transmit l'ordre du maître, Madame Benoîte laissa échapper un soupir lourd. « 4 ans, murmura-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier. 4 ans et l'homme refuse toujours de vivre. C'est une tristesse à voir. »« Il est mort à l'intérieur, » dit Mère Rose en secouant la tête. « Le corps continue de marcher, mais son âme est restée enterrée là, avec Madame Claire et le petit Michel. » Les autres servantes acquiescèrent en silence. Toutes regrettaient le temps où la maison de maître était pleine de rire. Quand Madame Claire organisait des soirées et invitait les familles voisines, quand le petit Michel courait dans les couloirs, laissant des traces de boue de ses bottes, quand le baron lui-même souriait et racontait des histoires de ses voyages. Maintenant, la maison était comme un tombeau silencieux, même si elles essayaient de la maintenir propre et organisée. Cette nuit-là, Philippe renonça même au dîner. Il resta dans la bibliothèque avec sa bouteille d'eau-de-vie, fixant le feu qui crépitait dans la cheminée. Dehors, les premiers coups de tonnerre commencèrent à résonner au loin, faisant écho entre les montagnes, comme des tambours de guerre. La tempête qui s'annonçait depuis des jours arrivait enfin. Philippe se servit une autre dose de boisson, sentant le liquide lui brûler la gorge. Au moins, l'eau-de-vie parvenait encore à lui faire ressentir quelque chose, même si ce n'était que la chaleur momentanée se répandant dans sa poitrine. « Encore un Noël vide », murmura-t-il à la pièce vide. Il pensa à Claire, comme il le faisait toujours quand la solitude devenait trop forte. Il se souvint du premier Noël qu'ils avaient passé ensemble après le mariage. Claire avait décoré toute la maison avec des branches de houx en fleurs, transformant la maison de maître en un jardin parfumé. Elle avait tenu à inviter tous les travailleurs du domaine pour une grande fête, servant de la nourriture abondante et de la musique jusqu'à l'aube. Philippe s'était plaint du coût, mais elle avait simplement ri et dit « L'argent sert à rendre les gens heureux, mon amour. » Il ferma les yeux, essayant d'entendre son rire, mais le son s'échappait de sa mémoire comme de l'eau entre les doigts. Les coups de tonnerre étaient plus proches maintenant, et par la fenêtre, Philippe pouvait voir les éclairs illuminer momentanément le ciel noir. La pluie commença soudainement, violente, frappant les tuiles et les volets avec fureur. Le vent hurlait, secouant les vieux arbres du jardin. C'était une tempête de celle que seul l'été méditerranéen pouvait produire. Des déluges qui transformaient les chemins en rivières de boue et faisaient déborder les ruisseaux en quelques heures. Philippe se servit une autre dose, se préparant à une autre nuit d'insomnie, une autre bataille contre les souvenirs qui le hantaient. Mais alors, coupant le bruit de la tempête comme une lame affûtée, vint un son qu'il n'attendait pas. Des coups désespérés au portail du domaine. Philippe fronça les sourcils. Qui serait assez fou pour voyager par une nuit pareille? Il ignora les premiers coups, pensant que c'était juste son contremaître, vérifiant que tout était sûr. Mais les coups continuèrent, plus insistants, plus désespérés, et puis il entendit des voix. Une voix de femme criant quelque chose que la tempête engloutissait presque, des voix d'enfants qui pleuraient. Philippe se leva, laissant le verre sur la table, marcha jusqu'à la fenêtre et ouvrit les volets, laissant la pluie éclabousser son visage. En bas, au portail de fer qui séparait la maison de maître de la route, il pouvait voir des silhouettes dans l'obscurité, illuminées seulement lorsque les éclairs déchiraient le ciel. Son Jacques courait déjà vers le portail, une lanterne à la main. Philippe pouvait voir le contremaître parler à quelqu'un de l'autre côté des grilles, son visage illuminé par la faible lumière, montrant surprise et inquiétude. Quelques instants plus tard, Jacques revenait en courant vers la maison, trempé, la lanterne presque éteinte par le vent. Il entra par la porte de derrière et monta rapidement les escaliers jusqu'à la bibliothèque,
frappant à la porte, avant d'entrer sans attendre de réponse. « Monsieur le baron, dit-il haletant, l'eau dégoulinant de ses vêtements. Il y a une femme au portail, elle a 3 enfants avec elle, ils sont trempés et ont froid. Elle implore un abri. » Philippe se détourna de la fenêtre, son expression se durcissant. « Renvoie-les, dit-il d'une voix froide. Monsieur le baron, le village est à plus d'1 heure de marche et avec cette tempête, les enfants sont petits. L'un d'eux n'est qu'un bébé. Ils n'y arriveront pas. »« Ce n'est pas mon problème, » répondit Philippe, retournant à son fauteuil. « Renvoie-les, Jacques. » Le contremaître resta immobile, clairement partagé entre la loyauté envers son maître et sa conscience. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais à ce moment-là, une autre présence se fit sentir dans la pièce. Mère Rose était montée aussi et, contrairement à Jacques, elle n'avait pas peur de confronter Philippe. « Monsieur Philippe, » dit-elle, la voix ferme malgré son âge. « Il y a une femme et 3 petits-enfants dehors, trempés jusqu'aux os, sans savoir où aller. » Philippe se tourna vers elle, les yeux brillants d'irritation. « Le genre d'homme qui veut être seul, » répondit-il. « Le genre d'homme qui ne veut pas être dérangé. Le genre d'homme dont Madame Claire aurait honte d'appeler son mari, » rétorqua Mère Rose sans reculer. Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Philippe resta paralysé, les mots de Rose le frappant comme un coup de poing dans l'estomac. Elle avait franchi une ligne que personne d'autre n'osait franchir. « Comment osez-vous » commença-t-il, mais sa voix faiblit. « J'ose parce que quelqu'un doit vous rappeler qui vous étiez avant de vous enfermer dans ce cercueil de verre, » dit Mère Rose, les larmes aux yeux. Madame Claire ouvrait les portes de cette maison à quiconque en avait besoin. Elle disait qu'une si grande maison avait l'obligation d'être généreuse. Et vous le savez. Au fond de votre cœur brisé, vous savez qu'elle serait en bas, en ce moment même, faisant entrer ses enfants, les réchauffant, les nourrissant. Philippe détourna le regard, incapable d'affronter les yeux accusateurs de la vieille nourrice. « Laissez-les entrer, » dit-il finalement d'une voix basse, « mais tenez-les loin de moi. Donnez-leur des vêtements secs, de la nourriture, un endroit pour dormir, » dit Jacques rapidement, avant que Philippe ne puisse changer d'avis. Lui et Mère Rose sortirent précipitamment, laissant Philippe seul à nouveau dans sa bibliothèque, mais maintenant le silence semblait différent, chargé de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. L'attente. Dehors, tandis que son Jacques ouvrait enfin le lourd portail de fer, Hélène serrait ses 3 enfants, essayant de les protéger de la pluie qui tombait sans pitié. Elle tremblait, non seulement de froid, mais de peur et d'épuisement. Ils avaient marché des kilomètres sous la tempête, fuyant, cherchant refuge, cherchant l'espoir. Et maintenant, enfin, le portail s'ouvrait. « Venez !» dit le vieil homme avec la lanterne, leur faisant signe d'entrer. « Dépêchez-vous, avant que la tempête n'empire. » Hélène n'eut pas besoin d'entendre 2 fois. Avec Pierre, Anne et le petit Jean accrochés à elle, elle traversa le portail du domaine de Sainte-Croix, sans savoir que ce simple pas changerait non seulement sa nuit de Noël, mais le reste de sa vie. Et là-haut, dans la bibliothèque silencieuse, Philippe Dubois se servit une autre dose d'eau-de-vie, essayant d'ignorer l'étrange malaise qui grandissait dans sa poitrine. La tempête ne faisait que commencer, à plus d'un titre. Hélène Martin n'avait jamais imaginé que sa vie en arriverait là. Lorsqu'elle traversa le portail du domaine de Sainte-Croix cette nuit orageuse, trempée jusqu'aux os, avec ses 3 enfants tremblants de froid accrochés à elle, elle sentait qu'elle avait touché le fond. Mais il y avait aussi un fil d'espoir, fragile comme une toile d'araignée, mais toujours là, pulsant dans son cœur fatigué. Elle avait 32 ans, mais la vie avait appris à ses traits à porter une gravité qui la faisait paraître plus âgée. Pas physiquement, car Hélène était une femme d'une beauté naturelle et frappante, de celle qui faisait regarder les gens 2 fois. Sa peau était claire, mais dorée par le soleil. Ses cheveux noirs, longs et épais, tombaient en vagues jusqu'au milieu du dos. Lorsqu'ils étaient lâchés, bien qu'elle les gardât toujours attachés en un chignon pratique lorsqu'elle travaillait. Ses yeux verts étaient sa caractéristique la plus notable. Des yeux qui semblaient contenir à la fois la mer et la forêt et qui, à ce moment-là,
brillaient de larmes d'épuisement et de gratitude. Le corps d'Hélène révélait les années de travail acharné. Elle était mince, mais forte, avec des mains calleuses, à force de laver le linge sur des planches de bois et de porter de lourdes brassées. Elle portait une simple robe de cotonnade bleue délavée, maintenant complètement trempée et collée à son corps, et un châle de laine marron qui ne faisait plus aucune différence contre le froid de la pluie. Ses pieds étaient nus. Ses espadrilles s'étaient perdues à un moment donné de la marche désespérée, mais malgré l'apparence de pauvreté, il y avait de la dignité dans la façon dont Hélène se tenait. Elle ne baissait pas la tête, ne traînait pas les pieds. Même dans le désespoir, elle gardait le menton haut et la voix ferme. C'était une femme qui ne demandait pas l'aumône, qui ne se victimisait pas, qui affrontait la vie de front, aussi cruelle fut-elle. « Merci, monsieur », dit-elle à son Jacques dès qu'ils entrèrent, et sa voix, même tremblante de froid, avait une musicalité que le vieux contremaître remarqua immédiatement. « Nous ne savons comment vous remercier. »« Pas besoin de me remercier, » répondit Jacques, les guidant vers la maison de maître. « Remerciez monsieur le baron Dubois. C'est sa maison. »« Alors, je lui porterai ma gratitude personnellement, » dit Hélène avec fermeté. Son Jacques la regarda avec surprise. Il n'était pas courant que des personnes en situation de détresse parlent avec autant d'assurance. Il y avait quelque chose chez cette femme qui l'intriguait. Les 3 enfants d'Hélène étaient de petits tourbillons de peur et de froid. Pierre, l'aîné, avait 10 ans et portait sur ses épaules étroites une responsabilité qu'aucun enfant ne devrait avoir. Il était grand pour son âge, mince, avec des cheveux châtain clair tombant sur le front et des yeux bruns trop sérieux pour un garçon. Il portait un pantalon rapiécé et une chemise qui avait été blanche à un moment donné de sa courte existence. Pendant toute la marche sous la tempête, Pierre avait porté son jeune frère sur son dos sans se plaindre une seule fois, malgré ses bras tremblants de fatigue. Anne avait 7 ans et était l'image de sa mère en miniature. Les mêmes cheveux noirs, maintenant collés à son petit visage par la pluie. Les mêmes yeux verts, qui semblaient trop grands pour son visage. Elle portait une petite robe rose, délavée, et tenait fermement la main d'Hélène. Anne était une enfant rêveuse qui adorait écouter des histoires et inventer des mondes imaginaires. Cette nuit-là, cependant, elle était trop effrayée pour rêver. Elle s'accrochait simplement à sa mère et essayait de ne pas pleurer. Jean, le Benjamin, n'avait que 4 ans. C'était un petit garçon potelé, aux joues roses et aux boucles blondes qui encadraient un visage angélique. Il ne portait qu'une chemise de nuit en coton épais, car la fuite avait été si soudaine qu'il n'y avait pas eu le temps de l'habiller correctement. Jean pleurait doucement, avec des sanglots entrecoupés, cachant son visage dans le cou de Pierre. « Maman, j'ai froid » murmurait-il entre les sanglots. « Je sais, mon amour » répondait Hélène, la voix chargée de douleur de ne pouvoir faire plus. « Mais maintenant, nous allons entrer dans une maison bien chaude. Tout ira bien. » Mère Rose les attendait à l'entrée de derrière de la maison de maître, tenant des lanternes et avec un regard de détermination maternelle sur son visage. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle en voyant leur état. « On dirait des naufragés. Venez, venez vite, Benoît, apportez des serviettes, beaucoup de serviettes. » La cuisine du domaine de Sainte-Croix était énorme, le cœur de la maison de maître. Elle avait des murs de pierre, un gigantesque fourneau à bois qui occupait tout un mur, des étagères remplies de casseroles en cuivre et en fer, de larges tables en bois massif. L'odeur qui en émanait était céleste, un mélange de pain frais, de café torréfié, d'épices et de bois brûlé. La chaleur était intense et accueillante. Madame Benoît apparut avec des piles de serviettes en lin et une expression de choc maternel sur son visage rond. « Oh, mes pauvres petits !» s'exclama-t-elle en courant vers eux. « Ces enfants vont attraper une pneumonie. » Hélène hésita, toujours fière, toujours réticente à accepter la charité, mais un regard vers ses enfants tremblants fut suffisant pour briser sa résistance. « Merci », dit-elle simplement, commençant à retirer la robe trempée d'Anne. Mère Rose et Madame Benoît travaillèrent rapidement avec l'efficacité de celles qui avaient pris soin d'enfants pendant des décennies.
Elles enveloppèrent les garçons dans des serviettes douces, séchèrent leurs cheveux, frottèrent leur petit corps pour ramener la circulation. Hélène fut également enveloppée dans des serviettes et quelqu'un posa un châle sec et chaud sur ses épaules. « Benoît, faites chauffer du lait », ordonna Mère Rose. « Oui, bien sûr, et je vais aussi faire du chocolat chaud. Ces enfants ont besoin de quelque chose de doux après la frayeur qu'ils ont eue. » Tandis que Madame Benoît s'affairait dans la cuisine à préparer la nourriture, Mère Rose s'assit sur une chaise et tira Jean sur ses genoux. Le petit garçon ne résista qu'une seconde avant de fondre dans les bras de la vieille dame, ses sanglots s'apaisant enfin. « Voilà, voilà !» murmurait-elle en le berçant doucement. « Tu es en sécurité maintenant. Mère Rose va prendre soin de toi. » Pierre resta debout, refusant de s'asseoir, les yeux alertes et méfiants observant tout autour. Hélène le remarqua et posa la main sur l'épaule de son fils. « Ils sont bons, mon amour, » dit-elle doucement. « Comment sais-tu qu'ils sont bons ?» Pierre demanda d'une voix basse et tendue. Hélène regarda Mère Rose, qui fredonnait doucement pour Jean, et Madame Benoît, qui préparait la nourriture avec des larmes de compassion dans les yeux. Et puis son Jacques, qui était revenu et observait maintenant la scène avec un sourire doux sur son visage marqué par le temps. « Les bonnes personnes laissent des traces, » répondit Hélène, « et j'ai appris à les reconnaître. » La nourriture arriva rapidement. Du chocolat chaud fumant dans des tasses en faïence, du pain frais avec du beurre fondu, des tranches de fromage affiné, de la confiture de coing crémeuse. Pour des enfants qui n'avaient pas mangé correctement depuis des jours, c'était un festin divin. Jean dévora tout, avec le manque de cérémonie typique d'un petit enfant, se salissant le visage de chocolat et souriant pour la première fois cette nuit-là. Anne mangea plus délicatement, mais ses yeux brillaient de plaisir à chaque bouchée. Même Pierre, toujours sur ses gardes, ne put résister à la délicieuse nourriture et mangea avec un appétit vorace. Hélène mangea peu, observant ses enfants, sentant pour la première fois depuis des jours que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer. « Maintenant, » dit Mère Rose, quand tous eurent fini de manger, « vous avez besoin de vêtements secs et de lits chauds. Venez avec moi. » Elle les conduisit à travers de larges couloirs, illuminés par des lampes à pétrole qui projetaient des ombres dansantes sur les murs blancs. Hélène essayait d'absorber tout. Les carreaux de faïence décorant les murs, les portraits de famille dans des cadres dorés, les meubles en bois sombres et polis, les tapis épais sous ses pieds nus. C'était un monde si lointain du sien, si différent des baraquements adaptés où elle avait vécu, des chambres minuscules et humides, des sols en terre battue. Là, il y avait du luxe, mais il y avait aussi quelque chose de plus. Il y avait de l'histoire, de la tradition, un poids de générations qui avait habité ces pièces. Mère Rose les mena jusqu'à une chambre au 2e étage, suffisamment loin des appartements du baron pour ne pas le déranger, mais néanmoins un logement digne. C'était une chambre d'amis qui n'avait clairement pas été utilisée depuis des années. Il y avait un grand lit à baldaquin, une armoire en palissandre, une commode avec miroir, des chaises rembourrées, les fenêtres donnaient sur les jardins de derrière. « C'était la chambre des visites », expliqua Mère Rose en allumant les bougies. Madame Claire gardait toujours cette chambre prête, car elle disait qu'on ne savait jamais quand un ange aurait besoin d'un abri. Hélène sentit un nœud dans la gorge à la gentillesse de ces mots. « Madame Claire ?» demanda-t-elle doucement. Le visage de Mère Rose s'assombrit. « L'épouse du baron. Elle est décédée il y a 4 ans, elle et son petit garçon Michel. La fièvre jaune les a emportés tous les deux. »« Mon Dieu !» murmura Hélène, la main sur le cœur. Soudain, elle comprenait un peu mieux la réticence de l'homme qui avait failli les renvoyer. Il n'était pas cruel, il était blessé. Mère Rose continua, ouvrant l'armoire et cherchant des vêtements qui pourraient convenir. Il s'est refermé comme une huître. Il ne parle pas, ne sourit pas, ne vit pas vraiment. Il existe simplement. « Je comprends », dit Hélène doucement, et elle comprenait vraiment. Elle aussi avait perdu. Elle aussi connaissait cette douleur qui semblait ne pas avoir de fin.
Mère Rose trouva des chemises de nuit en lin qui avaient appartenu à Claire et quelques vêtements d'enfant qui avaient probablement été à Michel. Elle hésita un instant, tenant les petits pantalons et chemises, combattant clairement ses émotions. Madame Claire aurait voulu que ces vêtements soient utilisés, dit-elle finalement d'une voix étranglée. Elle disait toujours que les objets inutilisés étaient des objets gaspillés. Les vêtements étaient grands pour les enfants, mais ils étaient propres, secs et chauds. Anne fut enchantée par la chemise de nuit en lin blanc brodée de petites fleurs, tournant comme une princesse. Jean rit en voyant les manches de la chemise pendre bien au-delà de ses doigts. Même Pierre sourit un peu, portant des vêtements meilleurs que ceux qu'il n'avait jamais eus. Hélène enfila une simple chemise de nuit en coton, qui avait appartenu à Claire. Elle était un peu juste aux épaules et trop courte, mais ce serait suffisant jusqu'à ce que ses propres vêtements sèchent. Elle attacha ses cheveux encore humides en une tresse. « Maintenant, au lit », ordonna Mère Rose. « Vous avez tous besoin de dormir. »« Où allons-nous dormir ?» demanda Anne, regardant le grand lit. « Vous allez tous dormir ici. » Pierre fronça les sourcils. « Nous n'allons pas dormir dans les baraquements ?» Un silence lourd tomba sur la chambre. Mère Rose s'agenouilla devant Pierre, regardant dans les yeux sérieux du garçon. « Mon enfant, dit-elle gentiment, la servitude est finie. Il n'y a plus de baraquement ici, et vous n'êtes pas des travailleurs, vous êtes des hôtes. » Pierre sembla ne pas savoir quoi dire. Toute sa vie, il avait été traité comme quelqu'un qui devait remercier pour des miettes. C'était nouveau, déconcertant, presque effrayant. « Allons. »« Pierre, dit Hélène doucement, le guidant vers le lit, accepte la bonté de ces gens. » Ils s'installèrent dans le grand lit, les enfants au milieu et Hélène sur les bords. Le matelas était moelleux, les draps sentaient la lavande, les couvertures étaient lourdes et chaudes. Pour des enfants habitués à dormir sur des nattes sur le sol dur, c'était un luxe inimaginable. Jean s'endormit immédiatement, épuisé. Anne lutta contre le sommeil pendant quelques minutes, trop émerveillée par le plafond peint en blanc et la sensation d'être sur un nuage. Mais bientôt ses yeux se fermèrent aussi. Pierre résista plus longtemps, les yeux toujours alertes dans l'obscurité. Hélène tendit la main et la sienne. « Dors, mon fils, » murmura-t-elle. « Maman est là, rien de mal n'arrivera. » Finalement, Pierre céda lui aussi à la fatigue, sa main tenant toujours celle d'Hélène. Seule dans l'obscurité, Hélène laissa enfin les larmes couler. Des larmes de soulagement, de peur, de gratitude, d'épuisement. Elle pleura silencieusement pour ne pas réveiller les enfants, mais elle pleura comme elle ne s'était pas permis de pleurer pendant tout ce terrible voyage. Parce qu'Hélène Martin avait tout perdu cette nuit-là, non seulement un toit au-dessus de leur tête ou ses quelques affaires, elle avait perdu le dernier vestige de stabilité qu'elle avait tenté de construire après la mort de son mari. Son mari, Joseph Martin, avait été un homme bon, un travailleur infatigable, qui, lorsque l'abolition fut enfin proclamée, célébra les larmes aux yeux. Il avait été asservi jusqu'à 30 ans, et les années de liberté qu'il eut ensuite furent les plus précieuses de sa vie. Il travaillait comme charpentier, réparant des toits, construisant des meubles, faisant tout travail honnête qui se présentait. Hélène le rencontra à une foire au village. Elle vendait des dentelles qu'elle faisait pendant son temps libre, et il achetait des clous pour un travail. Joseph lui avait souri avec ce sourire large et sincère qui faisait battre son cœur et lui avait demandé si elle accepterait de prendre un café avec lui après la foire. Elle accepta et 3 mois plus tard, ils étaient mariés dans la petite chapelle du village avec le père Anselme bénissant leur union. Ce furent 4 ans d'un mariage simple mais heureux. Joseph adorait les enfants, leur chantait avant de dormir, portait Pierre sur ses épaules, faisait des poupées de paille pour Anne, poursuivait Jean dans la cour, arrachant des éclats de rire. Mais alors vint l'accident. Joseph réparait le toit d'une grange au domaine de Saint-Antoine quand une planche pourrie céda sous son poids. Il tomba d'une hauteur de 3 mètres, se brisant le cou. Il mourut instantanément. Sans douleur, dirent les médecins.
Mais quel réconfort était-ce pour Hélène, qui se retrouva soudain veuve à 28 ans, avec 3 jeunes enfants à élever. Elle ne se permit pas de s'effondrer. Elle n'avait pas ce luxe. Il fallait qu'elle travaille. Il fallait qu'elle nourrisse ses enfants. Alors Hélène devint blanchisseuse, prenant le linge des familles les plus aisées de la région, le lavant dans le ruisseau, le repassant avec de lourds fers chauffés sur le fourneau à bois, le rendant impeccablement propre et plié. Le travail était dur, mais elle le faisait avec fierté. Elle n'accepta jamais l'aumône, ne demanda jamais de faveur spéciale. Elle payait ses dettes, élevait ses enfants avec dignité, leur apprenait à lire pendant son temps libre, utilisant une vieille cartilla que Joseph avait achetée avant de mourir. C'est ainsi qu'elle finit par travailler au domaine de Saint-Antoine, propriété de monsieur le baron Auguste Moreau. Moreau était tout ce qu'un baron ne devrait pas être, avide, cruel, manipulateur. Il avait profité de l'abolition d'une manière perverse. Tandis que d'autres barons tentaient de s'adapter au nouveau système, payant des salaires justes à leurs travailleurs, Moreau trouva des moyens de continuer à exploiter. Il offrait des salaires misérables, facturait des prix absurdes pour les chambres où vivaient les travailleurs, vendait de la nourriture à des prix gonflés dans sa propre boutique. À la fin du mois, les travailleurs devaient plus que ce qu'ils avaient gagné. C'était une forme de servitude déguisée et Moreau riait de l'ingéniosité de son stratagème. Hélène découvrit les fraudes par accident. Elle ramassait le linge sale dans le bureau de Moreau quand elle vit les livres de comptes sur la table. Son alphabétisation, que Joseph avait tant insisté pour qu'elle développe, lui permit de lire les chiffres. Et les chiffres racontaient une histoire sordide de vol systématique. Elle aurait dû se taire, elle aurait dû faire semblant de n'avoir rien vu. Mais Hélène ne put pas. Elle pensa aux autres travailleurs, aux familles qui ne parvenaient jamais à sortir de leurs dettes, aux enfants qui mouraient de faim, malgré le travail de leurs parents du lever au coucher du soleil. Elle alla voir Moreau et le confronta. Son erreur fut de penser qu'il aurait honte, qu'il admettrait ses crimes et changerait. Mais les hommes comme Moreau ne ressentent pas la honte. Vous devriez vous occuper de vos propres affaires, blanchisseuse, avait-il dit, son visage gras et rouge, tordu dans une expression de mépris. Ce sont aussi mes affaires, répondit Hélène, gardant la voix ferme, malgré la peur qui commençait à grandir. Et je ne me tairai pas pendant que vous volez ces gens. Moreau se leva de sa chaise, marchant lentement autour de la table jusqu'à être trop près d'elle. Voler, répéta-t-il d'une voix basse et menaçante. Raconter à qui? Au juge qui joue aux cartes avec moi tous les vendredis? Au prêtre qui me doit des faveurs? Qui croira la parole d'une blanchisseuse contre la mienne? Hélène recula, réalisant trop tard le danger dans lequel elle s'était mise. De plus, continua Moreau, son haleine chaude et écœurante d'eau-de-vie atteignant son visage, vous vivez dans l'une de mes chambres, n'est-ce pas? Avec vos 3 petits. Ce serait dommage si soudainement je décidais que j'ai besoin de cet espace pour autre chose. Vous ne pouvez pas nous expulser sans motif, dit Hélène, essayant de paraître confiante. Je ne peux pas? Moreau rit. C'est ma propriété. Je peux faire ce que bon me semble. Hélène sortit de ce bureau les jambes tremblantes, mais toujours la tête haute. Elle ne le dirait pas aux autorités car elle savait qu'il avait raison de ne pas la croire. Mais elle le dirait aux autres travailleurs. Il méritait de savoir, et elle le dit. La nuit suivante, elle réunit quelques-uns des travailleurs les plus âgés et leur montra les comptes qu'elle avait mémorisés, les chiffres qui prouvaient le vol. Ils furent furieux, mais aussi effrayés. Que pouvaient-ils faire contre un homme si puissant? « Nous pouvons partir ?» suggéra l'un d'eux, « chercher du travail dans d'autres domaines. » Mais tous savaient que ce n'était pas si simple. Ils étaient trop endettés. Moreau ne les laisserait jamais partir. Quelqu'un à la réunion avait dû le dire à Moreau, car le lendemain matin, il apparut dans la chambre d'Hélène avec 2 hommes de main. « Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires et quitter ma propriété, » dit-il, jetant un sac vide sur le sol. « Et si je vous vois, vous ou vos gamins, près d'ici à nouveau, je devrais prendre des mesures des plus drastiques. »« Mais il pleut, » protesta Hélène, regardant par la fenêtre le ciel menaçant.
et nous n'avons nulle part où aller. Au moins, donnez-nous jusqu'à demain. 1 heure, répéta Moreau. Et remerciez-moi d'être généreux, je pourrais simplement mettre le feu à cet endroit avec vous dedans. Ce n'était pas une menace en l'air. Hélène vit dans ses yeux qu'il en était capable. Alors elle fit ce qu'elle devait faire. Elle réveilla les enfants, prit le peu qu'ils avaient, un ensemble de vêtements, quelques couvertures, la cartilla de Joseph et sortit sous la pluie qui commençait à tomber. Elle n'avait pas assez d'argent pour une auberge. Elle n'avait pas de famille dans la région à qui se tourner. Ses parents étaient morts des années auparavant et Joseph était fils unique. Elle était vraiment seule. C'est alors qu'elle se souvint des histoires qu'elle avait entendues sur le domaine de Sainte-Croix. On disait que monsieur le baron Dubois, avant de devenir veuf, était un homme généreux. Son épouse était connue pour aider les pauvres. Peut-être, juste peut-être, avait-il encore un peu de cette bonté quelque part? C'était la seule espérance qu'elle avait. Alors, Hélène prit ses enfants et commença à marcher. Elle marcha pendant des heures sous la tempête qui empirait à chaque minute, portant Jean, tirant Anne, avec Pierre s'efforçant de suivre. Ses pieds saignaient, son corps criait de douleur, mais elle continua, parce que c'est ce que font les mères. Elle continue toujours. Et maintenant, allongée dans ce lit doux et chaud, avec ses enfants en sécurité et dormant à ses côtés, Hélène permit enfin à son corps de se détendre. Demain, elle devrait trouver quoi faire, où aller, comment reconstruire leur vie. Mais cette nuit-là, juste cette nuit-là, elle pouvait se reposer. « Merci, mon Dieu », murmura-t-elle dans l'obscurité, « pour ce refuge, et pour avoir mis des gens bienveillants sur notre chemin, pour nous avoir donné une autre chance. » Et puis Hélène s'endormit, elle aussi, épuisée mais reconnaissante, ignorant qu'en bas, un homme au cœur brisé passait sa première nuit d'insomnie différente depuis 4 ans. Car Philippe Dubois, assis seul dans sa bibliothèque, ne pouvait s'empêcher de penser à la voix de cette femme, ferme et digne même dans le désespoir. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux 3 jeunes enfants, mouillés et effrayés. Il ne pouvait s'empêcher de penser comment, l'espace d'un bref instant, en entendant le pleur de ce petit enfant, il s'était souvenu de Michel. Et ce souvenir, au lieu de simplement faire mal, comme il faisait toujours mal, avait apporté quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 4 ans, un désir petit et effrayant de protéger. Il se servit une autre dose d'eau-de-vie, essayant de noyer ce sentiment perturbant, mais cela ne fonctionna pas. Le sentiment persistait, grandissant comme une graine tenace dans une terre qu'il jugeait stérile. Dehors, la tempête continuait de rugir, mais à l'intérieur de la grande maison du domaine de Sainte-Croix, quelque chose changeait, quelque chose de si subtil que personne ne pouvait encore le nommer, mais qui était définitivement là. L'obscurité commençait à céder la place à de petits rayons de lumière, et ni Philippe ni Hélène n'étaient prêts pour ce que cette lumière révélerait. Le matin de Noël se leva avec un ciel clair et bleu, comme si la tempête de la nuit précédente n'avait jamais existé. Le soleil brillait sur les plantations de café encore humides, faisant scintiller les gouttes de pluie sur les feuilles comme des diamants. L'air était frais et parfumé, portant l'arôme de la terre mouillée, mêlé à l'odeur des fleurs du jardin que la pluie avait ravivées. Hélène se réveilla désorientée un instant, ne reconnaissant pas le plafond peint en blanc au-dessus d'elle. Puis, le souvenir de la nuit précédente revint, et avec lui, un mélange de gratitude et d'appréhension. Elle était en sécurité, ses enfants étaient en sécurité, mais le matin viendrait le moment d'affronter la réalité. Il n'avait nulle part où aller. Avec précaution pour ne pas réveiller les enfants qui dormaient encore profondément, Hélène sortit du lit. Ses vêtements de la veille, qu'elle avait étendus sur une chaise, étaient encore humides. La robe en cotonnade imprimée aurait besoin d'un bon moment au soleil pour sécher complètement. Pour l'instant, elle remit la chemise de nuit de Claire, se sentant étrangement intime, en portant les vêtements d'une femme qu'elle n'avait pas connue, mais qui avait clairement été très aimée. Hélène attacha ses cheveux en un chignon serré et sortit de la chambre pieds nus.
marchant silencieusement dans les couloirs encore calmes de la grande maison. D'après la position du soleil, elle calcula qu'il était environ 6 heures du matin. Dans la ferme où elle travaillait, c'était l'heure où elle serait déjà au lavoir, les mains dans l'eau froide et les premières pièces de la journée frottées sur la planche. Elle trouva la cuisine en suivant l'odeur du café frais. Madame Benoît était déjà là, comme Hélène s'y attendait. Les femmes qui travaillent toute leur vie se lèvent tôt. C'est une habitude que le corps n'oublie jamais. « Bonjour », dit Hélène depuis la porte, sa voix douce pour ne pas effrayer la cuisinière. Madame Benoît se retourna, un large sourire illuminant son visage rond. « Bonjour, ma fille. Vous avez bien dormi, et les enfants ?»« Nous avons mieux dormi que depuis des mois, » admit Hélène en entrant dans la cuisine. « Je ne sais pas comment vous remercier de votre gentillesse. »« Pas besoin de remercier, » dit Madame Benoît, lui faisant signe de s'asseoir à la grande table. « C'est Noël, le jour d'aider ceux qui en ont besoin. Vous voulez du café? Je viens de le faire. »« En fait, » dit Hélène, hésitant un instant avant de continuer, « j'aimerais aider. Je n'aime pas rester sans rien faire pendant que d'autres travaillent. Que puis-je faire ?» Madame Benoît s'arrêta, la cafetière toujours à la main, et regarda Hélène avec surprise, puis avec respect. « Ma petite, dit-elle lentement, vous êtes une invitée, vous n'avez pas besoin de travailler. »« Si, j'en ai besoin, » répondit Hélène fermement. « Je ne suis pas une invitée. Je suis quelqu'un qui a reçu un abri en cas de besoin et je ne veux pas être un fardeau. » Il y avait quelque chose dans la dignité de cette jeune femme, dans la façon dont elle gardait le dos droit et le regard direct qui toucha profondément Madame Benoît. Elle avait vu beaucoup de gens brisés par la pauvreté, des gens qui acceptaient l'aide les mains tendues et la tête baissée. Mais cette femme était différente. Elle acceptait l'aide, mais ne renonçait pas à sa dignité. « D'accord, » dit Madame Benoît finalement. « Si vous insistez, vous pouvez m'aider à préparer le petit déjeuner. Mais d'abord, prenez un café et mangez quelque chose. On ne travaille pas l'estomac vide. » Elles travaillèrent côte à côte dans la cuisine spacieuse. Madame Benoît donnait des instructions et Hélène les exécutait avec habileté. Elle coupa des fruits, prépara la pâte pour les petits pains au fromage, battit des œufs pour une omelette. Ses mains étaient agiles et compétentes, des mains qui connaissaient le travail acharné. « Votre mère vous a bien appris, » observa Madame Benoît, voyant comment Hélène assaisonnait les œufs avec la mesure exacte de sel et de poivre. « Ma mère me l'a appris, » dit Hélène, une ombre de tristesse traversant son visage. Elle disait qu'une femme qui sait cuisiner ne mourra jamais de faim, car elle peut toujours échanger de la nourriture contre du travail. Votre mère était sage. Oui, Hélène acquiesça. Elle est morte quand j'avais 16 ans. La fièvre. Mon père l'a suivie 6 mois plus tard. Je crois que c'était de chagrin. Et vous êtes resté seul. Oui, j'ai travaillé dans des maisons, lavant, cuisinant, m'occupant des enfants. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Il construisait une annexe dans la maison où je travaillais. Nous sommes tombés amoureux. Hélène sourit au souvenir, même si cela faisait mal. C'était un homme bon. Les meilleurs partent toujours trop tôt. Madame Benoît posa la main sur l'épaule d'Hélène dans un geste de réconfort silencieux. « Le colonel a aussi perdu des gens bien, » dit-elle doucement. Madame Claire était un ange sur terre et le petit Michel, ce garçon avait le plus beau sourire que vous ayez jamais vu. La maison est morte avec eux et Rose me l'a raconté hier soir, dit Hélène. La fièvre jaune. Oui, ce fut trop rapide. Un jour, elle enseignait dans sa petite école, le lendemain elle était alitée avec de la fièvre. Le garçon est tombé malade peu après. Les médecins sont venus de Lyon, de Marseille, les meilleurs que l'argent pouvait acheter, mais cela n'a servi à rien. La fièvre les a emportés tous les deux en l'espace de 3 jours. Et le colonel était en voyage. Quand il est revenu, ils avaient déjà été enterrés. Il ne s'est jamais pardonné de ne pas avoir été là. Depuis, vous avez vu, il s'est enfermé dans cette bibliothèque et ce bureau, gérant le domaine, mais ne vivant pas vraiment. C'est comme si une partie de lui était morte aussi. Hélène ressentit une pointe d'empathie.
Elle connaissait cette douleur, ce sentiment que la vie continuait sans couleur, sans saveur, sans but réel. La différence était qu'elle avait 3 enfants qui dépendaient d'elle. Elle ne pouvait pas se permettre de simplement exister. Elle devait vivre pour eux. Le son de petits pas résonna dans le couloir, et quelques instants plus tard, Anne apparut à la porte de la cuisine, portant toujours la chemise de nuit trop grande, ses cheveux noirs en un enchevêtrement sauvage autour de son visage. « Maman !» appela-t-elle, la voix encore ensommeillée. « Je suis là, mon amour !» dit Hélène, ouvrant les bras. Anne courut vers elle, enfouissant son visage dans la chemise de nuit de sa mère. « Je croyais que nous avions rêvé !» murmura Anne. « Non, ma chérie, nous sommes en sécurité. Regarde autour de toi. Nous sommes dans une belle maison avec des gens gentils. » Anne leva la tête et regarda autour de la cuisine avec des yeux écarquillés d'admiration. Tout était si grand, si propre, si différent de tout endroit où elle avait déjà été. « C'est comme dans les livres, » murmura-t-elle, « comme les châteaux des histoires. » Madame Benoît rit, enchantée par l'enfant. « Ce n'est pas vraiment un château, ma petite, mais c'est une bonne maison. » Anne acquiesça timidement, et Madame Benoît préparait déjà une assiette de fruits frais et de pain chaud, quand Pierre et Jean apparurent également, tout aussi éblouis par le nouveau jour et le nouvel environnement. « Bonjour, mes amours, » dit Hélène, embrassant chacun sur le front. « Vous avez bien dormi. »« C'était le meilleur lit du monde, » déclara Jean avec la sincérité absolue des jeunes enfants. « Je peux y dormir encore aujourd'hui ?» Hélène et Madame Benoît échangèrent des regards. C'était une question innocente qui soulevait une question complexe. Que se passerait-il maintenant? Avant qu'Hélène ne puisse répondre, M. Jacques entra par la porte de derrière, ôtant son chapeau respectueusement. « Bonjour à tous, dit-il. Madame Hélène, le colonel demande à vous voir dans son bureau dès que possible. » L'estomac d'Hélène se noua. C'était le moment qu'elle redoutait. Le moment où le colonel, dans sa générosité de veille de Noël, leur dirait qu'il devait partir. « J'y vais tout de suite, » dit-elle, gardant une voix ferme. Madame Benoît insista. « Le colonel peut attendre encore 10 minutes. » Mais Hélène savait qu'elle ne pouvait pas. Plus elle tarderait, pire ce serait. Elle devait affronter cela maintenant. « Les enfants ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, » répondit immédiatement Madame Benoît. « Ils vont manger un petit déjeuner que même l'empereur ne mange pas mieux. » Hélène se pencha et embrassa chaque enfant. « Maman va parler avec le propriétaire du domaine. Comportez-vous bien, Pierre, prends soin de tes frères. »« Oui, maman, » répondit Pierre, déjà avec cette gravité qui la faisait vouloir pleurer et sourire en même temps. Monsieur Jacques la conduisit à travers la maison jusqu'au bureau du colonel. C'était une pièce au rez-de-chaussée, avec de larges fenêtres donnant sur les plantations de café. Les murs étaient couverts d'étagères remplies de livres et de documents. Une grande table en palissandre dominait le centre, couverte de papiers organisés en piles parfaites. Il y avait des cartes sur les murs, certaines montrant l'étendue du domaine de Sainte-Croix, d'autres montrant les routes commerciales jusqu'au port du Havre. Philippe Dubois se tenait debout près de la fenêtre, les mains croisées dans le dos, observant les champs. Il se retourna quand Hélène entra et elle eut sa première vision claire de lui à la lumière du jour. Il était exactement comme elle avait imaginé un grand propriétaire terrien, grand, aux épaules larges, portant un pantalon sombre et une chemise blanche impeccable, avec un gilet de soie noire. Sa barbe était parfaitement taillée. Ses cheveux peignaient en arrière, mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, des yeux bruns, profonds, qui portaient un tel poids de tristesse qu'elle pouvait presque le sentir physiquement. « Bonjour, colonel », dit-elle, gardant une voix ferme. « Bonjour, Hélène, » répondit-il, sa voix grave et contrôlée. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Hélène hésita. S'asseoir semblait une intimité qu'elle n'avait pas le droit de prendre, mais il l'avait demandé. Alors, elle s'assit sur la chaise devant la table, gardant le dos droit. Philippe s'assit également, l'observant un instant avant de parler. Elle était différente à la lumière du jour, sans la pluie et le désespoir obscurcissant ses traits. C'était une belle femme, c'était indéniable, mais il y avait quelque chose de plus.
une force, une dignité qu'il ne s'attendait pas à trouver chez quelqu'un dans une situation si désespérée. Monsieur Jacques m'a un peu parlé de votre situation, commença-t-il. Vous avez été expulsé du domaine de Saint-Antoine hier? Oui, confirma Hélène sans détourner le regard, par le colonel Auguste Moreau. En entendant ce nom, quelque chose changea dans l'expression de Philippe, une tension, un déplaisir mal dissimulé. « Moreau !» répéta-t-il, et il y avait du mépris dans la façon dont il prononça le nom. « Pourquoi vous a-t-il expulsé ?» Hélène hésita. Dire la vérité pouvait compliquer encore plus sa situation, mais mentir était quelque chose qu'elle refusait de faire. « Parce que j'ai découvert qu'il volait ses travailleurs, » dit-elle fermement. « Il leur verse des salaires misérables et ensuite leur fait payer des prix absurdes pour le logement et la nourriture. À la fin du mois, les travailleurs finissent par devoir plus qu'ils n'ont gagné. C'est une forme de continuation de l'esclavage, même après l'abolition. » Philippe se pencha en avant, un intérêt sincère brillant dans ses yeux. « Et vous l'avez confronté à ce sujet ? » ?»« Je l'ai confronté et ensuite, j'en ai parlé aux autres travailleurs. Il n'a pas aimé. » Un silence pesant tomba sur le bureau. Philippe étudia Hélène avec une nouvelle intensité. Ce n'était pas seulement une femme belle et digne, c'était une femme avec du courage, des principes, un sens de la justice. Une femme qui avait tout risqué pour faire ce qui était juste. « Je sais que vous êtes le colonel Philippe Dubois, propriétaire du domaine de Sainte-Croix, » demanda-t-il finalement. Hélène fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Je sais que vous avez perdu votre femme et votre fils il y a 4 ans, et que votre femme était une femme bonne, qui aidait les pauvres. Et vous savez que j'ai eu des affaires avec Auguste Moreau ?» Le cœur d'Hélène se glaça. Elle ne le savait pas. « Des affaires », répéta-t-elle, la voix plus faible qu'elle n'aurait voulu. « Il y a 5 ans, j'ai acheté une partie du domaine de Saint-Antoine. Des terres qui jouxtaient les miennes. Ce fut une transaction commerciale, rien de plus. Mais à l'époque, il y avait des familles vivant sur ces terres, de petits exploitants agricoles que Moreau disait vouloir reloger dans d'autres zones. » Hélène sentit le sang se retirer de son visage. Son père avait été l'un de ces petits exploitants agricoles. Ils avaient un petit lopin de terre où ils plantaient du manioc et des haricots, où ils élevaient quelques poules. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à eux, jusqu'au jour où des hommes sont venus et ont dit que la terre appartenait maintenant à un autre baron, qu'il devait partir. « Je me souviens, » murmura-t-elle. « Ma famille, nous avons perdu notre petite ferme dans cette transaction. » Philippe ferma les yeux, une expression de douleur traversant son visage. « Je ne savais pas, » dit-il d'une voix rauque. « Moreau m'a assuré que les familles seraient indemnisées, qu'elles recevraient d'autres terres. Je n'ai pas enquêté. J'étais trop occupé par mes propres affaires, par ma vie facile et confortable. Je ne me suis pas soucié de vérifier si ces gens étaient réellement pris en charge. » « Ils ne l'ont pas été, » dit Hélène, et il y avait de l'accusation dans sa voix maintenant, même si elle essayait de la contrôler. « Mon père a tout perdu. Nous avons dû déménager au village. Il a essayé de trouver du travail, mais il était déjà vieux et malade. Il est mort peu de temps après, et j'ai toujours pensé que c'était de chagrin d'avoir perdu la terre qu'il avait travaillé toute sa vie. » Le silence qui suivit était dense de culpabilité et de douleur. Philippe posa ses mains sur son visage, les épaules courbées, sous le poids d'une autre transgression, d'une autre faute morale qu'il avait commise par négligence. « Je suis vraiment désolé, » dit-il finalement, et cela sonnait comme si les mots étaient arrachés de son âme. « Je n'ai aucune excuse. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû m'en soucier. Mais j'étais tellement absorbé par ma propre prospérité, tellement confiant dans mon droit d'étendre mon empire, que je n'ai pas pensé aux personnes qui seraient affectées. » Hélène ne dit rien. Que pouvait-elle dire? Que tout allait bien? Non. Son père était mort, sa famille avait été détruite, mais en regardant cet homme, en voyant la sincérité dans ses yeux,
La façon dont la culpabilité le consumait, elle ne put nourrir de haine. « Vous n'avez pas expulsé mon père, dit-elle finalement. Moreau l'a fait. » Philippe argumenta. « Je ne peux pas me cacher derrière mon ignorance. L'ignorance, quand elle est un choix, est aussi condamnable que l'action. » Il se leva, marchant à nouveau vers la fenêtre, les mains serrées dans le dos. « Quand ma femme est morte, continua-t-il d'une voix basse, j'ai pensé que Dieu me punissait. Pour quelle autre raison m'aurait-il enlevé les 2 personnes que j'aimais le plus? Mais peut-être que ce n'était pas une punition. Peut-être que c'était un appel à me réveiller, à voir ce que j'étais devenu, un homme riche et puissant, qui n'utilisait sa richesse et son pouvoir pour rien d'autre que d'accumuler plus de richesse et de pouvoir. » Il se tourna vers Hélène. « Je ne peux pas ramener votre père, dit-il. Je ne peux pas défaire ce qui a été fait, mais je peux commencer à faire les choses correctement maintenant, et je peux commencer avec vous. Je ne veux pas de charité, dit Hélène immédiatement, se levant également. Ce n'est pas de la charité, répondit Philippe, c'est de la justice, c'est le minimum que je puisse faire. Vous et vos enfants pouvez rester ici aussi longtemps que vous en aurez besoin, sans condition, sans attente, juste un toit sûr et de la nourriture sur la table. » Et en échange, demanda Hélène, toujours méfiante, car la vie lui avait appris à l'être. « En échange de rien, dit Philippe, mais si votre conscience ne vous permet pas d'accepter sans rien donner en retour, alors vous pouvez aider à la maison. Ma Rose vieillit. Madame Benoît a besoin d'aide, non pas comme servante, mais comme faisant partie de la maison. » Hélène l'étudia, cherchant la tromperie, cherchant des arrière-pensées, mais tout ce qu'elle voyait était de la sincérité et de la culpabilité, et un désir sincère de faire quelque chose de juste. « Mes enfants, dit-elle, Pierre a 10 ans, Anne a 7 ans, Jean a 4 ans. Ce sont de bons enfants, mais ce sont des enfants. Ils font du bruit, ils font du désordre. S'ils restent ici, ils vont changer la paix et le silence que vous semblez apprécier. » Pour la première fois, quelque chose qui ressemblait presque à un sourire effleura les lèvres de Philippe. « C'est peut-être exactement ce dont cette maison a besoin, » dit-il. Hélène sentit des larmes menacer de couler, mais cligna fermement des yeux pour les chasser. Elle ne pleurerait pas devant cet homme. Elle avait déjà montré suffisamment de faiblesse la nuit précédente. « D'accord, » dit-elle. « Finalement, nous allons rester, mais seulement jusqu'à ce que nous puissions nous rétablir. »« Comme vous voulez. » Philippe acquiesça. Il tendit la main formellement. Hélène hésita un instant avant de la prendre. Sa main était petite et calleuse comparée à la sienne, grande et forte. Mais la poignée fut également ferme des 2 côtés. « Merci, colonel, » dit-elle. « Philippe, » m'en corrigea-t-il, « si vous restez chez moi, vous pouvez m'appeler Philippe. Alors appelez-moi Hélène. » Ils restèrent ainsi un instant, mains unies, yeux se rencontrant, quelque chose d'intangible mais de réel passant entre eux. Une reconnaissance, peut-être, ou une promesse silencieuse qu'ils commençaient tous deux quelque chose de nouveau, même sans savoir exactement quoi. Ce fut Philippe qui lâcha le premier, semblant soudain mal à l'aise avec l'intimité de ce moment. « Allez, dit-il, se tournant vers sa table. « Vos enfants doivent attendre, et c'est Noël. Dites à Rose de préparer la chambre de façon permanente. »« Oui, colonel Philippe. » Hélène se corrigea et sortit du bureau, le cœur battant d'une manière étrange qu'elle ne pouvait pas complètement expliquer. Elle retrouva ses enfants encore dans la cuisine, maintenant avec les visages propres et les ventres pleins, écoutant fascinés tandis que Madame Benoît racontait des histoires de Noël des années passées. « Maman !» cria Jean en la voyant, courant pour l'embrasser aux jambes. « Madame Benoît a dit que nous pouvions aider à faire du pain perdu, c'est vrai. » Hélène demanda, regardant la cuisinière. « Si vous le permettez, » répondit Madame Benoît avec un sourire. « Les enfants dans la cuisine égayent le travail. »« Nous allons rester ici ?» demanda Pierre, toujours le plus perspicace, toujours celui qui lisait entre les lignes. Hélène s'agenouilla devant lui, posant ses mains sur ses épaules maigres. « Oui, dit-elle, pour l'instant. »
Le colonel a été très généreux. Nous allons rester jusqu'à ce que nous puissions nous rétablir. C'est un homme bon? Demanda Pierre, toujours méfiant, toujours protecteur. Hélène pensa à la conversation qu'elle venait d'avoir, à la culpabilité qu'elle avait vue dans les yeux de Philippe, à la façon dont il avait assumé la responsabilité d'actions qui n'étaient techniquement pas les siennes. « Oui, dit-elle finalement, je crois que oui, c'est un homme bon qui l'a oublié pendant un temps, mais il s'en souvient. » Et tandis qu'elle aidait Madame Benoît et ses enfants à préparer des douceurs de Noël, tandis que la cuisine se remplissait de rires et d'odeurs de cannelle et de sucre, Hélène ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme solitaire dans le bureau, entouré de papiers et de regrets. Deux cœurs brisés sous le même toit. Elle ne savait pas encore que parfois les cœurs brisés avaient une étrange façon de trouver les pièces manquantes l'un dans l'autre. Mais le temps le révélerait. Le temps révèle tout. Les jours qui suivirent Noël apportèrent une transformation graduelle, mais indéniable, au domaine de Sainte-Croix. C'était comme si la grande maison, si longtemps plongée dans un sommeil mélancolique, commençait enfin à s'éveiller. Les couloirs, qui auparavant ne résonnaient qu'avec des pas solitaires, résonnaient maintenant de voix d'enfants, de rires et de ce chaos organisé que seuls les enfants peuvent créer. Hélène établit rapidement une routine. Elle se levait avant l'aube, aidait Madame Benoît à la cuisine, supervisait les enfants pendant la journée et le soir, après avoir couché ses enfants, s'asseyait avec Mère Rose pour en apprendre davantage sur l'administration de la grande maison. Elle absorbait tout comme une éponge, déterminée à se rendre utile, à prouver que sa présence là avait de la valeur. Mais ce sont les enfants qui changeaient réellement l'atmosphère du domaine, chacun à sa manière unique. Pierre, l'aîné, avait découvert les écuries. Le matin du deuxième jour, après leur arrivée, il se réveilla avant même Hélène et sortit par la porte de derrière, attiré par le hennissement des chevaux qu'il avait entendu de la fenêtre de sa chambre. Le soleil commençait à peine à peindre le ciel de ton rosé quand il arriva à la grande écurie qui se trouvait derrière la grande maison. C'étaient des constructions impressionnantes, bien plus grandes que tout ce que Pierre avait déjà vu. Il y avait des boxes spacieux pour chaque animal, tous avec des portes en bois sculptées et des mangeoires en bronze poli. L'odeur du foin frais et du cuir se mêlait à l'arôme caractéristique des chevaux, une combinaison que Pierre trouva étrangement réconfortante. « Je peux vous aider, mon garçon ?» Pierre se retourna brusquement et trouva Monsieur Jacques, l'observant avec ses yeux perspicaces qui semblaient voir à travers les gens. « Pardon, monsieur, balbutia Pierre, toujours poli, malgré la peur. Je voulais juste voir les chevaux. Vous aimez les chevaux? Je n'ai jamais eu la chance d'en approcher un vrai, admit Pierre, regardant les magnifiques créatures dans les boxes. Mais j'ai toujours pensé que c'étaient les plus beaux animaux du monde. Monsieur Jacques étudia le garçon un long moment. Il voyait au-delà des vêtements rapiécés et des pieds nus. Il voyait un garçon trop sérieux pour son âge, avec des épaules déjà courbées par le poids de responsabilité qu'il ne devrait pas porter. Il voyait aussi de l'intelligence dans ses yeux bruns et une curiosité sincère qui n'avait pas été tuée par la dureté de la vie. « Viens !» dit Jacques finalement, faisant signe à Pierre de le suivre. « Je vais te présenter aux chevaux, mais tu dois promettre de les traiter avec respect. Un cheval sent quand quelqu'un a peur ou de mauvaises intentions. »« Je promets, » dit Pierre solennellement, suivant le vieux contremaître, le cœur battant d'attente. Jacques le conduisit au plus grand box, où un étalon brun foncé, d'une hauteur impressionnante, observait leur approche avec des yeux intelligents. « C'est Tonnerre, » dit Jacques, tendant la main pour caresser le cou de l'animal. « C'est le cheval préféré du colonel, ou du moins, il l'était avant. Eh bien, avant. Cela fait longtemps que personne ne le monte. Il devient impatient. »« Je peux le toucher ?» demanda Pierre d'une voix respectueuse. « Tu peux, mais doucement. Laisse-le te sentir d'abord. Un cheval a besoin de te connaître avant de te faire confiance. » Pierre tendit lentement la main, permettant à Tonnerre de baisser la tête et de le sentir. Le cheval souffla doucement,
son souffle chaud contre la paume de la main de Pierre. Puis, à la surprise de Jacques, Tonnerre poussa doucement son museau contre la poitrine du garçon, un signe clair d'acceptation. « Regardez ça !» murmura Jacques, impressionné. « Il vous a aimé. Tonnerre n'aime pas beaucoup de monde. Il est capricieux, têtu, mais il a un bon instinct pour juger le caractère. » Pierre caressa le cou soyeux du cheval, sentant les muscles puissants sous la peau, la chaleur de l'animal, la vie pulsante. C'était magique. « Monsieur Jacques, dit-il hésitant, pensez-vous que vous pourriez m'apprendre sur les chevaux ? Vous n'avez pas besoin de me payer ou quoi que ce soit, je voulais juste apprendre. » Le vieux contremaître sourit, et c'était un sourire sincère qui transformait son visage marqué par le temps. « Je pense que je peux faire ça, dit-il, mais tu devras te lever tôt tous les jours. Un cheval n'attend pas et tu devras travailler dur. S'occuper d'un cheval, ce n'est pas seulement le monter, c'est nettoyer le box, brosser, nourrir, prendre soin des sabots. »« Je ferai tout, » dit Pierre avec enthousiasme, ses yeux brillant d'une manière que Jacques n'avait jamais vue auparavant. « Alors c'est entendu, tous les jours à l'aube, tu viendras ici. Je t'apprendrai tout ce que je sais. » À partir de ce jour, Pierre eut un but. Il se levait avant le soleil, courait aux écuries et travaillait aux côtés de Monsieur Jacques. Il apprit à brosser les chevaux avec des mouvements longs et fermes que les animaux adoraient. Il apprit à nettoyer les sabots avec soin, cherchant des pierres ou des blessures. Il apprit à reconnaître les signes qu'un cheval était malade ou mal à l'aise. Et Tonnerre, le capricieux Tonnerre, que presque personne ne pouvait approcher depuis que Philippe avait cessé de le monter, devint particulièrement attaché à Pierre. Le cheval hennissait quand il voyait le garçon s'approcher, poussait sa tête contre l'épaule de Pierre, cherchant des caresses, et permettait même à Pierre de le brosser sans les habituelles démonstrations d'impatience. Philippe observait de loin depuis la fenêtre de son bureau qui donnait sur les écuries. Il voyait le garçon maigre travailler avec dévouement. Il voyait la façon dont Tonnerre lui répondait et sentait quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était de la douleur, car Pierre avait presque le même âge que Michel aurait eu maintenant. Mais c'était aussi quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne se permettait pas encore de nommer, de la tendresse peut-être, de l'espoir. Pendant que Pierre trouvait sa place dans les écuries, Anne découvrait un sanctuaire différent, la bibliothèque. L'après-midi du 3e jour, tandis qu'Hélène était occupée à aider avec la lessive, Anne s'aventura dans les couloirs de la grande maison, sa curiosité naturelle l'emportant sur sa timidité. C'est ainsi qu'elle trouva la porte entr'ouverte de la bibliothèque, et à travers elle, elle aperçut plus de livres qu'elle n'aurait imaginé qu'il puisse en exister dans le monde entier. Elle poussa la porte doucement, presque craignant que quelqu'un n'apparaisse et ne la renvoie. Mais il n'y avait personne, seulement des rangées et des rangées d'étagères en acajou sombre, remplies de volumes reliés en cuir. L'odeur était céleste, ce mélange de papier vieilli, de cuir et d'encre qui caractérise les bibliothèques anciennes. Anne marcha avec révérence entre les étagères, ses doigts touchant doucement les dos des livres. Elle savait lire. Sa mère lui avait appris en utilisant le vieil abécédaire de son père, mais elle n'avait jamais eu accès à de vrais livres. Les quelques histoires qu'elle connaissait étaient celles que sa mère racontait de mémoire, des histoires que sa grand-mère avait racontées avant elle. Mais là, il y avait des livres d'histoire, des livres de poésie, des livres sur des lieux lointains et des époques anciennes. C'était un trésor, au-delà de son imagination la plus folle. « Tu aimes les livres ?» Anne sursauta, se retournant brusquement. Philippe se tenait à la porte, l'observant. Elle ne l'avait pas entendu arriver. « Pardon, monsieur, » dit-elle rapidement, les mots se bousculant. « Je ne volais rien, je regardais juste. »« Attends, » dit Philippe, levant la main. Sa voix était douce, sans aucune trace de colère. Anne s'arrêta, incertaine, ses énormes yeux verts fixés sur lui. « Tu peux !» Il s'approcha d'une des étagères et tira un volume à couverture bleue. « Tu connais les frères Grimm ?» Anne secoua la tête.
C'est une collection de contes de fées des frères Grimm. Il y a des histoires de princesses, de dragons, de sorcières. Les yeux d'Anne s'illuminèrent. J'adore les histoires de princesses. Ma mère raconte parfois celles de Cendrillon. Alors tu aimeras ce livre. Philippe lui tendit le volume. Tu peux l'emporter dans ta chambre si tu veux. Anne prit le livre comme s'il était fait d'or, le serrant contre sa poitrine. Merci, monsieur. Je ferai très attention. Je promets de ne pas le salir ni le froisser. Les livres sont faits pour être lus, pas pour rester parfaits, dit Philippe. Et il y avait un fantôme de sourire sur ses lèvres. Tu peux venir ici quand tu veux, et si tu as besoin d'aide avec un mot difficile, tu peux me demander. Vous m'aideriez ? Demanda Anne, surprise. Oui, j'aiderai. À partir de ce jour, Anne passa des heures dans la bibliothèque. Elle s'asseyait dans un fauteuil trop grand pour elle, les pieds pendants sans toucher le sol, et lisait avec la concentration absolue des enfants lorsqu'ils trouvent quelque chose qu'ils aiment. Quand elle trouvait un mot qu'elle ne connaissait pas, elle le notait soigneusement sur un morceau de papier que Rose lui avait donné. Et chaque après-midi, vers 17h, Philippe apparaissait dans la bibliothèque avec une tasse de café et s'asseyait dans son fauteuil préféré. Anne s'approchait alors timidement avec sa liste de mots et il expliquait chacun d'eux, complétant parfois avec des histoires sur l'origine de ce mot ou comment il était utilisé dans différents contextes. C'étaient les seules conversations réelles que Philippe avait depuis des jours, des conversations sur des princes et des dragons, sur des mondes magiques et des aventures impossibles. Il découvrait à sa surprise que cela ne le dérangeait pas. En fait, il y avait quelque chose de réconfortant dans ces après-midi avec la petite fille aux yeux verts, quelque chose qui faisait que la bibliothèque ressemblait moins à un mausolée et plus à un lieu vivant. De nouveau, Jean, le plus jeune, trouva sa place auprès de Mère Rose. La vieille gouvernante s'était attachée au garçon aux boucles blondes dès la première nuit. Il y avait quelque chose en lui qui rappelait le petit Michel. Peut-être l'âge, peut-être les boucles, ou peut-être simplement le besoin évident qu'il avait d'affection maternelle. Jean suivait Mère Rose, partout dans la maison, ses petits pas courts essayant de suivre les enjambées plus lentes, mais toujours fermes, de la vieille dame. Il l'aidait à plier les draps, bien qu'il gênât généralement plus qu'il n'aidait. Il s'asseyait sur ses genoux pendant qu'elle cousait, écoutant les histoires qu'elle racontait sur le bon vieux temps, sur l'époque où le colonel n'était qu'un garçon espiègle, qui ne cessait de faire des bêtises. Monsieur Philippe était terrible quand il était petit, racontait Rose, et Jean écoutait fasciné. Une fois, il a libéré toutes les poules du poulailler parce qu'il pensait qu'elles étaient tristes d'être enfermées. Il a fallu 2 jours pour toutes les rassembler et il a été puni. Il a été puni ? Demandait Jean, les yeux écarquillés. Oui, il a été puni, mais le lendemain, il était déjà en train de faire une autre bêtise. Jean riait, imaginant le colonel sérieux et silencieux, comme un enfant espiègle. Il était difficile de concilier les 2 images. Le soir, c'était Mère Rose qui donnait le bain à Jean, qui lui racontait des histoires pour l'endormir, qui vérifiait s'il était bien couvert. Hélène savait qu'elle devrait être jalouse, qu'elle devrait insister pour s'occuper de son propre fils. Mais il y avait tant de tendresse dans la façon dont Mère Rose s'occupait de Jean, tant d'amour sincère qu'elle ne put s'y opposer. « Elle en a besoin ?» dit Madame Benoît à Hélène un soir, voyant l'hésitation sur le visage de la mère. Rose a élevé le colonel, puis s'est occupée du petit Michel. Quand le garçon est mort, elle a perdu son but. Votre Jean lui rend cela. Et si Jean devient confus, s'il commence à la voir comme sa mère? Un enfant a un grand cœur. Il peut aimer beaucoup de gens en même temps. Il ne vous aimera pas moins, parce qu'il aime aussi Rose. Et Madame Benoît avait raison. Jean continuait de chercher Hélène chaque fois qu'il avait besoin d'un vrai réconfort, chaque fois qu'il tombait et s'écorchait le genou, chaque fois qu'il avait peur la nuit. Mais Mère Rose était devenue sa compagne constante pendant la journée, sa conteuse d'histoires, sa protectrice secondaire, mais non moins aimée. Pendant que les enfants trouvaient leur place, Hélène et Philippe développaient une dynamique étrange et délicate.
Ils se voyaient pendant les repas, qui étaient maintenant servis dans la salle à manger formelle, car Hélène avait insisté pour ne pas manger dans la cuisine pendant que le colonel mangeait seul. « Si nous allons vivre sous le même toit, avait-elle dit fermement, nous allons partager la table. Je n'élèverai pas mes enfants en pensant qu'ils sont moins que les autres. » Philippe avait accepté plus par lassitude de discuter que par conviction. Mais il découvrit que les repas, auparavant des événements solitaires qu'il supportait seulement parce qu'il devait se nourrir, étaient devenus intéressants. Pierre racontait ce qu'il apprenait dans les écuries avec un enthousiasme contenu, ses yeux sérieux s'illuminant en décrivant comment il avait réussi à brosser Tonnerre sans que le cheval ne s'impatiente. Anne lisait des extraits de ses histoires préférées, dramatisant les voix des personnages d'une manière qui arrachait des sourires même à Philippe. Jean faisait des commentaires